les forces communistes encerclant Hue, au nord du Sud-Vietnam, semblent se préparer à lancer une attaque majeure contre l'ancienne capitale impériale. La situation reste tendue mais calme, et le nouveau commandant du gouvernement aurait aujourd'hui pris des mesures énergiques pour renforcer les défenses de la ville. La majorité des combats ont eu lieu dans les hauts plateaux, près du col de Chu Pao à Kon Tum, où les troupes aéroportées sud-vietnamiennes ont affronté des soldats communistes occupant la route 14 principale liaison entre Kon Tum et Plei Hue. Le gouvernement de Saigon affirme qu'au moins 75 communistes ont été tués, avec des pertes gouvernementales s'élevant jusqu'à présent à un mort et 17 blessés. Avec la signature des accords de paix de Paris, la paix au Vietnam semble imminente. Alors que la guerre touche à sa fin, les anciens combattants qui rentrent en Amérique doivent faire face à la difficulté de se réadapter à la vie dans un pays qui cherche lui aussi à retrouver sa place après ce long conflit. Nous avons bel et bien abandonné les Sud-Vietnamiens. C'est vraiment dommage. Le président Nixon fait face à des obstacles politiques insurmontables alors qu'il est accusé dans l'affaire du cambriolage du Watergate. Et le Congrès fait tout ce qui est en son pouvoir pour se distancier du pays ravagé par la guerre, le Vietnam. C'est la fin de la guerre et les douloureuses répercussions d'une paix perdue. Il a fallu à la population des États-Unis probablement 15, voire même 20 ans après cela, pour réaliser que ce n'était pas le soldat qui avait perdu la guerre. Les politiciens dirigèrent la guerre. Le 29 mars 1973. Pour la première fois en 12 ans, il n'y a plus de forces militaires américaines au Vietnam. Tous nos prisonniers de guerre américains rentrent chez eux. Les 17 millions d'habitants du Sud-Vietnam ont le droit de choisir leur gouvernement sans ingérence extérieure. Et grâce à notre programme de vietnamisation, ils ont la force de défendre ce droit. Nous avons empêché l'imposition d'un gouvernement communiste par la force au Sud-Vietnam. Quelques zones posent encore problème. Les dispositions de l'accord exigent un compte-rendu de tous les disparus en Indochine. Les dispositions concernant le Laos et le Cambodge, ainsi que celles interdisant l'infiltration du Nord-Vietnam vers le Sud-Vietnam, n'ont pas été respectées. Nous avons respecté et continuerons de respecter l'accord. Nous insisterons pour que le Nord-Vietnam respecte l'accord. Et les dirigeants du Nord-Vietnam ne doivent avoir aucun doute quant aux conséquences s'ils ne respectent pas l'accord. Mais malgré ces difficultés, nous pouvons être fiers ce soir d'avoir atteint notre objectif en obtenant un accord qui apporte la paix avec honneur au Vietnam. Le président Richard Nixon prononce son discours triomphal à la nation alors que les troupes américaines se retirent du Sud-Vietnam. Restent sur place pour faciliter la transition et offrir leur soutien. 159 marines américains affectés aux ambassades et bureaux à Da Nang, Vien Vientiane, Kon Tum et Nha Trang. 50 autres officiers restent également pour établir le bureau de l'attaché de défense. La guerre du Vietnam est la plus longue de l'histoire américaine à ce moment-là. Les 15 années de conflit ont coûté la vie à 47 244 personnes sur les champs de bataille et à 10 446 décès hors combat. 153 329 sont grièvement blessés, dont 10 000 amputés. Cela a été une guerre coûteuse. En avril, le président Nixon promet une fois de plus au président sud-vietnamien Thieu un soutien militaire au cas où le Nord-Vietnam violerait le traité de paix. L'Amérique continuera de fournir un soutien financier et du matériel militaire aux Sud-Vietnamiens.
À bien des égards, c'est une concession pour le traité qui permet au Nord-Vietnam de garder des soldats dans le Sud. Nous avons repris notre vie en main et regardions les infos, éprouvant de la peine pour les gars là-bas. Et puis, quand ça s'est terminé en 1973, quand les prisonniers de guerre sont rentrés chez eux, vous savez, on a regardé ça à la télévision. Je l'ai regardé à la télévision. Je voulais voir certains de ces gars. Je ne connaissais personne, mais ça faisait du bien de voir ça arriver. Et il y en avait beaucoup d'autres qui auraient probablement pu rentrer chez eux, mais qui ne l'ont jamais fait. Il y avait au total 662 prisonniers de guerre américains au Vietnam. Environ 602 sont rentrés chez nous avec nous, 601 ou 602 sont revenus chez nous dans le grand groupe. Les autres ont été libérés plus tôt ou sont morts en captivité. Le 1er avril 1973, le dernier prisonnier de guerre connu, le capitaine Robert White, est libéré. La Maison-Blanche organise un dîner spécial pour les prisonniers de guerre le 24 mai 1973. Parmi les invités se trouvent Bob Hope, le compositeur Irving Berlin et l'artiste Sammy Davis Jr. et un certain Duke, également la vedette du film patriotique sur la guerre du Vietnam de 1968, Les Bérets Verts. Je pense que c'est un grand pays. Vous êtes bien mieux ici que vous, les gars, là-bas. Pour les autres anciens combattants rentrants, ce n'est pas une fête. Faisant partie de ce que beaucoup considèrent mieux comme une guerre insensée, ils subissent qu'au point de plein fouet l'opinion de la société sur le Vietnam. Ils en ont vraiment fait toute une histoire. On aurait dit qu'une personnalité importante rentrait à la maison avec un grand défilé au centre-ville. À l'époque, nous ignorions que d'autres, revenant du Vietnam, étaient traités différemment. Et ce n'est pas... Je suppose que c'est ce qui se rapproche le plus de la culpabilité du survivant. Car nous nous sentions mal de recevoir toutes ces distinctions. Et en gros, vous savez, tout ce que nous avons fait, c'est nous rendre et ensuite être capturés. Et c'est tout ce que nous avons vraiment fait. Nous nous sommes battus et nous sommes restés ensemble. Nous n'avons pas fait grand-chose pour l'oncle Sam, mais soudain, on nous voit comme des héros. Et ces autres gars, beaucoup d'entre eux, tu sais, les jambes, eh bien, plusieurs de nos gars ont aussi subi des amputations. Et la plupart d'entre nous étaient vraiment amochés. Mais tu sais, ce n'est pas grand-chose. Pourtant, on a été traités comme des VIP. Je ne dis pas ça contre les autres gars. Personne ne devrait nous en vouloir pour ce traitement, mais je doute que ce soit juste vu ce qu'ils ont traversé. Pour beaucoup de vétérans, avoir fait partie de l'armée américaine pendant la guerre est une marque de honte, pas un insigne de courage. En plus de devoir faire face au rejet social, beaucoup rentrent chez eux en souffrant de problèmes physiques et émotionnels, y compris le trouble de stress post-traumatique, où l'on continue à ressentir de la peur longtemps après que le danger soit passé. Mon dos reste un problème majeur. Et il y a eu des dommages permanents à mon corps qui ne seront jamais, vous savez, corrigés. Émotionnellement, vous savez, on a le SSPT, et avec le SSPT, il y a, vous savez, une certaine dose de paranoïa et qui sait quoi d'autre. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et mon père ne m'ont même jamais demandé comment c'était. C'est comme si tu ne le fais pas. L'idée d'être un jour en treillis vert à changer des pansements sur quelqu'un qui aurait peut-être perdu une jambe ou un bras. Et puis, 24 heures plus tard, de se retrouver aux États-Unis. Et c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Et c'était un choc. Ce n'est pas seulement une partie de la population civile qui regarde d'un mauvais œil la participation au Vietnam, mais même certains anciens combattants d'autres guerres, comme Terry Steer, l'apprend à son retour chez lui. L'une des choses que j'ai faites, c'est qu'un de mes amis m'a dit qu'on devait aller rejoindre le VFW. Maintenant, voici ce que j'ai à reprocher au VFW. Et je suis allé à une réunion et ils ont un bar. Ils m'ont donné une clé qui était mon mot de passe pour entrer. Et je suis allé à une réunion un soir et je suis assis là et quelqu'un me dit, un des anciens, un gars de la Seconde Guerre mondiale me dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis membre du VFW. »
J'ai combattu au Vietnam. Et il a dit, ce n'était pas une guerre déclarée. Donc, si tu veux descendre boire une bière avec nous, pas de problème, mais on n'a pas besoin de toi à la réunion. Et je ne suis pas le seul à avoir dit ça. J'ai entendu ça de beaucoup de gens. À l'époque, comme la nôtre n'était pas une guerre déclarée, c'était une opération de police. Ils se demandaient comment nous étions devenus autorisés à adhérer à la VFW. Aujourd'hui, ils veulent de nous parce que, tu sais, ils disparaissent tous. Il faut faire perdurer cette chose. Mais c'était juste honteux, tu sais. J'ai payé mes cotisations pendant de nombreuses années, mais je n'allais jamais aux réunions parce qu'ils ne nous aimaient pas. Je pense que ce qui m'a le plus dérangé, surtout à mon retour, c'était quelque chose dont ma famille se rendait compte. Je pense que ma femme le savait, car nous n'avons pas eu la reconnaissance attendue. Vous savez, on avait grandi en voyant des photos des gars qui rentraient de la Seconde Guerre mondiale en colonne. Et vous savez, ils étaient accueillis chaleureusement. De retour, et même pendant la guerre de Corée, beaucoup de gars rentraient chez eux avec leur unité. La guerre du Vietnam, c'était totalement différent. De nombreux anciens combattants revenant font face à des conséquences sociales, émotionnelles et à des problèmes de santé liés à l'agent orange. Pulvérisé jusqu'en 1972, il était courant que les soldats soient aspergés d'agents orange lors de la défoliation par l'armée du couvert végétal et des cultures du Viet Cong. Si vous connaissez un peu le Vietnam, il était divisé en 4 zones. Et Saigon était connu sous le nom de 4e corps, tandis que là où nous étions, à Da Nang, c'était appelé 1er corps pour le chiffre romain 1. Nous avons eu quelques pulvérisations vers la piste Ho Chi Minh, mais rien de comparable à ce qu'ils faisaient dans le sud. Cependant, la rumeur circulait déjà sur un possible problème avec l'eau. En gros, ils utilisaient l'agent orange pour détruire la végétation autour des rivières afin que les Viet Cong ne puissent pas attaquer la marine. Des bateaux qui remontèrent les affluents, mais ils l'utilisaient aussi sur le terrain. Quand les soldats arrivaient, il faut rappeler que les infirmières coupaient leurs uniformes, saturés d'agent orange. Les infirmières étaient aussi exposées que les hommes, peut-être différemment. Mais nous y étions exposés aussi. À l'époque, personne ne savait que l'agent orange était dangereux. Et les hommes vous diront qu'ils étaient sur le terrain et qu'ils étaient aspergés, littéralement aspergés, et que leurs uniformes étaient saturés de ce produit, mais on leur disait qu'il n'y avait aucun problème. Beaucoup, comme Mary Walker, ont développé des problèmes de santé allant de différents types de cancers, d'asthme, d'éruptions cutanées, de leucémie, jusqu'à des malformations congénitales chez les enfants. Ces anciens combattants devront faire face à une bataille juridique dans les années à venir, avec la première action collective intentée en 1979 au nom de 2,4 millions de vétérans. Le 12 juin 1973. Avec le retour des soldats et des soldates sur les côtes américaines, le président Nixon doit assurer la protection du Sud-Vietnam, mais sans présence militaire. Son intention est de surveiller le Nord-Vietnam, en espérant qu'ils ont tiré des leçons du bombardement de Noël, coûteux et punitif. Étant donné que nous leur avons assuré personnellement, par Dieu, que si ce n'est pas fait, le Congrès leur coupera les vivres. C'est exact. C'est exact. Ça plaît à ceux qui sont du matin. Je suis sûr que ça a des illusions sur l'un ou l'autre de ces points. 1973 marque la fin apparente de la guerre du Vietnam, mais le début d'une guerre en Israël, ce qui provoque une envolée des prix du pétrole et de l'essence. L'inflation ne touchera pas seulement l'Amérique, mais aussi le reste du monde, y compris le Sud-Vietnam en difficulté. Plus tard, en juin, l'adoption de l'amendement Case-Church par le Congrès américain interdit au président de prendre toute action militaire au Laos, au Cambodge ou au Vietnam sans l'approbation préalable du Congrès. Cette législation, à l'abri d'un veto, est approuvée à 2 contre 1 à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. L'interdiction inclut les bombardements qui cessent le 14 août 1973. Le 7 novembre 1973, le Congrès adopte la résolution sur les pouvoirs de guerre, qui exige que le président obtienne l'approbation du Congrès avant d'envoyer des troupes à l'étranger dans un délai de 90 jours. Les mains du président Nixon sont liées. Ces nouvelles restrictions à ses pouvoirs donneront au Nord-Vietnam l'occasion d'agir sans craindre de représailles américaines.
Mais Nixon doit maintenant mener une guerre politique au Capitole, en partie de son propre fait. Si les nombreuses allégations faites à ce jour sont vraies, alors les cambrioleurs qui ont pénétré dans le siège du Comité national démocrate au Watergate ont en réalité pénétré dans la maison de chaque citoyen des États-Unis. Et si ces allégations s'avèrent vraies, ce qu'ils cherchaient à voler n'était pas les bijoux, l'argent ou d'autres biens des citoyens américains, mais quelque chose de bien plus précieux, leur héritage le plus précieux, le droit de voter lors d'une élection libre. Le Watergate revient hanter le président Nixon. Le 7 février 1973, le Sénat crée une commission pour enquêter sur l'effraction et une éventuelle dissimulation. Les audiences télévisées commencent le 17 mai. Lorsque l'on découvre que le bureau du président est équipé d'un nouveau système pour tout enregistrer, les enregistrements sont alors réclamés par assignation. Nixon refuse, affirmant que sa position de président lui donne l'autorité de les retenir comme preuve. En juillet de cette année-là, la commission des forces armées du Sénat américain commence des auditions sur les bombardements secrets du Cambodge en 1969, dont les témoignages révèlent qu'ils ont totalisé près de 3500 raids. De nombreux membres du Congrès sont mécontents de l'abus de pouvoir apparent du président. Le vice-président Spiro Agnew, connu pour ses prises de position virulentes contre les manifestants anti-guerre et d'autres critiques de la droite, est lui-même sous le feu des critiques. Accusé d'avoir accepté des pots de vin et d'évasion fiscale depuis l'époque où il était gouverneur du Maryland, Spiro Agnew démissionne dans la disgrâce. Il ne conteste pas les accusations, mais il est tout de même condamné à une amende de $10 000 et à 3 ans de mise à l'épreuve. Qui a toujours soutenu sans faille les politiques qui ont apporté la paix avec honneur pour l'Amérique au Vietnam, ainsi que les politiques en faveur d'une défense nationale forte pour ce pays, ce qui est si essentiel si nous voulons la paix dans le monde. Et surtout, c'est un homme qui, si les responsabilités de la haute fonction que j'occupe devaient lui incomber, comme cela a été le cas pour 8 vice-présidents dans notre histoire, nous pourrions tous dire que la direction de l'Amérique serait entre de bonnes mains. Le chef de la minorité à la Chambre, Gerald R. Ford, prête serment en tant que vice-président, remplaçant Agnew le 6 décembre 1973. J'ai promis à mes concitoyens seulement ceci, de défendre la Constitution, de faire ce qui est juste, comme Dieu me le permet, de voir ce qui est juste, et dans les pouvoirs et devoirs limités de la vice-présidence, de faire de mon mieux pour l'Amérique. Ford se retrouve avec bien plus que ce à quoi il s'attendait. Pendant ce temps, Nixon tente toujours d'entraver les enquêtes sur le Watergate, mais finit par remettre certaines, mais pas toutes, des bandes demandées. En juillet 1974, Nixon est sommé de remettre le reste des bandes, car son refus persistant conduit à des discussions sur une possible destitution. Il n'a d'autre choix que de remettre le reste des bandes et se retrouve impliqué sans l'ombre d'un doute. Le 9 août 1974, Richard Milhous Nixon démissionne de son poste de 37e président des États-Unis. Continuer à me battre dans les mois à venir pour ma propre réhabilitation absorberait presque totalement le temps et l'attention à la fois du président et du Congrès. À une période où toute notre attention devrait être portée sur les grandes questions de la paix à l'étranger et de la prospérité sans inflation dans notre pays. Par conséquent, je vais démissionner de la présidence à compter de demain midi. Le vice-président Ford prêtera serment en tant que président à cette heure-là dans ce bureau. Le vice-président Ford, en poste depuis moins d'1 an, prête serment en tant que 38e président des États-Unis. Il sera le 6e président consécutif à devoir faire face à la guerre. Pour inaugurer une longue série. Je suis pleinement conscient que vous ne m'avez pas élu comme votre président par vos bulletins de vote.
Alors je vous demande de me confirmer comme votre président par vos prières. Et j'espère que ces prières seront aussi les premières d'une longue série. Si vous ne m'avez pas choisi par scrutin secret, je n'ai pas non plus obtenu ce poste par des promesses secrètes. Je n'ai mené de campagne ni pour la présidence ni pour la vice-présidence. Le Watergate a coupé les vivres aux Sud-Vietnamiens, leur a retiré toute aide, si bien qu'ils ne pouvaient plus obtenir les munitions, le carburant pour les avions, le soutien, l'entretien, ce genre de choses. Pendant ce temps, Russes et Chinois envoyaient massivement du matériel au nord vietnamien. Et nous avons vu l'accumulation, tout ce qui se préparait, et nous ne pouvions rien faire. Nous avions l'interdiction d'agir à cause de certains de ces piliers du Congrès. Et nous avons juste regardé la situation s'effondrer. Les Sud-Vietnamiens étaient tout à fait capables de gérer cela eux-mêmes s'ils avaient eu le soutien nécessaire. Avec Nixon parti et les mains du président Ford plus liées que jamais par le Congrès, les Nord-Vietnamiens décident de tenter leur chance. Ils ont, après tout, à leur disposition la 5e plus grande armée, grâce au soutien soviétique. Situé juste au nord de Saigon, le district de Pho Long, près de la frontière cambodgienne, se trouve entre le Nord-Vietnam et les territoires communistes au sud du Sud-Vietnam. Il est d'une importance vitale pour les routes commerciales nord-vietnamiennes. La prise de ce district sera un test de la position de l'Amérique pour aider le Sud-Vietnam. En commençant leurs attaques le 12 décembre, les armées nord-vietnamiennes prennent d'abord des avant-postes sur la route 14 qui s'étend du sud-ouest au nord-est et au sud de Pho Long. Un déluge de pluie sauve les Sud-Vietnamiens des attaques prévues le lendemain, mais ce n'est qu'un répit temporaire. En 2 semaines et demie, les Nord-Vietnamiens prennent des positions encerclant Pho Long. Les Sud-Vietnamiens tiennent courageusement tête à l'artillerie et à l'infanterie ennemie, mais sont forcés de se replier de plus en plus à l'intérieur de Pho Long. Le 6 janvier 1975, les forces sud-vietnamiennes livrent leur dernier combat autour du centre administratif de la ville, tandis que les Nord-Vietnamiens coupent leur voie de fuite et continuent de faire pression. Le dernier avant-poste tombe à 20h. La ville de Phu Quoc Long est tombée aux mains des communistes. Eh bien, j'ai eu le sentiment que nous avons gaspillé beaucoup de notre temps et beaucoup de personnel. Des gens ont été sacrifiés pour rien parce qu'il n'y avait pas de véritable plan pour le résultat final. C'est simplement arrivé à un point où le peuple américain en a eu assez d'en entendre parler et voulait que cela se termine. Alors on prend du recul et on se demande, eh bien, est-ce qu'on a vraiment gagné la guerre ou est-ce qu'on l'a perdue? À mon avis, le peuple américain ne pouvait pas accepter d'avoir gagné 2 guerres mondiales, la première et la seconde, d'avoir fait match nul lors de la guerre de Corée, puis de perdre la guerre du Vietnam. Je comprenais politiquement pourquoi nous l'avons fait, mais au fond de moi, j'avais l'impression que c'était un peu comme une trahison. Je veux dire, tous ces hommes qui sont morts, 58 000 noms inscrits sur le mur à Washington. À Washington, D.C., pourquoi sont-ils morts? Tu sais, tout ça, c'était pourquoi? Et j'ai peur que lorsque nous quitterons l'Afghanistan, la génération actuelle de vétérans ressente la même chose que les vétérans du Vietnam. Pourquoi? Quel était le but? Avec la défaite imminente au Sud-Vietnam, le président Ford, dont les mains sont déjà liées par le Congrès, ne peut pas justifier l'envoi de troupes à nouveau, contrairement à la promesse faite plus tôt par Nixon au président Chu. Nous avons été trahis par notre propre gouvernement, et notre gouvernement était mené par le bout du nez par des gens d'ici qui ne savaient absolument rien, et nous aurions pu obtenir une victoire militaire et politique au Vietnam s'ils nous avaient permis de le faire. La situation continue de se détériorer au Sud-Vietnam. Pendant ce temps, le président Ford profite de ses vacances de Pâques en jouant au golf en Californie. Les Sud-Vietnamiens sont livrés à eux-mêmes. Un fait désormais évident pour le Nord-Vietnam. J'ai été déçu que nous n'ayons pas poursuivi notre soutien au gouvernement sud-vietnamien. Mars 1975.
Le Nord-Vietnam poursuit son invasion du Sud-Vietnam, tandis que l'armée sud-vietnamienne, épuisée, bat en retraite dans l'espoir de se regrouper. Les réfugiés de chaque ville, fuyant eux aussi pour échapper à la force implacable des communistes, suivent le mouvement. Rien que de Da Nang, ils sont 300 000. Xuong Loc, une ville déjà encerclée par les Nord-Vietnamiens, se dresse entre l'ennemi et Saigon. Les hommes qui mènent la résistance sont issus de la 18e division d'infanterie sud-vietnamienne, composée de 3 régiments. S'il tombe environ 12 000 hommes, Saigon tombera à son tour. Le général Lê Minh Châu du Sud-Vietnam est déterminé à gagner. Il aura sa chance le 9 avril. Les Américains restés au Vietnam commencent à se replier début avril. Un centre de contrôle d'évacuation à l'aéroport de Tan Son Nhat commence à fonctionner 24 heures sur 24 dans l'espoir de réduire le nombre de réfugiés face à la chute inévitable du pays. Le 3 avril, le président Ford annonce l'opération Baby Lift, un programme visant à évacuer 2000 orphelins du Sud-Vietnam, ainsi que l'opération New Life, qui sauve plus de 110 000 réfugiés. Le président exhorte le Congrès à approuver $1 milliard d'aide, 722 millions d'aides militaires d'urgence et 250 millions d'aides économiques pour les Sud-Vietnamiens. La moitié du Congrès refuse de se présenter en signe de protestation. Finalement, seule l'aide humanitaire est approuvée pour le Sud-Vietnam. 9 avril 1975. À 05h40, les Nord-Vietnamiens commencent leur attaque sur Xuong Loc. Cependant, les Sud-Vietnamiens n'ont pas abandonné. Ils contre-attaquent avec succès une unité qui avance depuis le nord. Ils infligent de lourdes pertes à la 7e infanterie nord-vietnamienne, avancent sans soutien de chars, puis détruisent 3 des 8 chars envoyés en renfort. À la fin de la journée, les Nord-Vietnamiens ont réussi à prendre le quartier général de l'infanterie et la résidence du gouverneur et ont détruit 18 chars sud-vietnamiens. Mais ce n'est pas suffisant. L'invasion continue. Le 19 avril, le général Dao reçoit l'ordre de se retirer de Xuong Loc. Le lendemain, un convoi de 200 véhicules accompagne un exode de soldats vaincus et de civils. Le 21 avril, Xuong Loc tombe sous le contrôle des Nord-Vietnamiens. Les 2/3 du Sud-Vietnam sont désormais entre leurs mains. Le président Chu est impuissant. Sans soutien politique et avec son pays perdu, il démissionne. Avec Xuan Loc prise, les Nord-Vietnamiens encerclent Saigon le 27 avril. Leurs 100 000 soldats sont bien plus nombreux que les 60 000 défenseurs sud-vietnamiens épuisés. Les troupes ennemies commencent à pénétrer dans la ville à 6 heures du matin, le 29 avril. Les évacuations aériennes à la base aérienne de Tan Son Nhat sont interrompues, le 28 avril à 18h06. Alors que les réfugiés et les Américains attendent avec anxiété les vols de C-130 du lendemain, les Nord-Vietnamiens bombardent périodiquement la base. Le lendemain, à 03h30, une roquette ennemie frappe un poste de garde dans l'enceinte du DOA. Elle tue les caporaux des Marines Charles McMahon et Darwin Judge. Ils sont les dernières victimes américaines de la guerre du Vietnam. L'ambassade des États-Unis à Saigon est envahie par près de 10 000 réfugiés espérant échapper au carnage imminent. Comme la foule empêche les bus d'accéder à l'ambassade, les évacués sont transportés par hélicoptère depuis des zones d'atterrissage à l'intérieur de l'enceinte. Des documents sensibles et de la monnaie américaine sont brûlés dans l'incinérateur de l'ambassade. Un groupe de 64 Marines n'est pas là tant pour se défendre contre les Nord-Vietnamiens que contre la foule qui force les grilles. Alors qu'ils battent en retraite dans les escaliers, ils sont forcés de verrouiller les portes du toit derrière eux et d'utiliser du gaz lacrymogène pour repousser la foule désespérée. À 07h00, la chanson « I'm Dreaming of a White Christmas »
passe à la radio des forces armées. C'est le signal pour lancer l'opération Frequent Wind, l'évacuation par hélicoptère du personnel américain. Le dernier hélicoptère transportant les derniers Marines part à 07h53. Le 30 avril, Saigon tombe et avec elle, c'est la fin du Sud-Vietnam. Le nouveau président installé, Duong Van Minh, annonce la reddition. Plus de 7000 personnes sont évacuées alors que le Sud-Vietnam s'effondre. Les appareils sud-vietnamiens sont autorisés à rejoindre la flotte d'évacuation en mer, mais sont contraints d'abandonner leurs hélicoptères dans l'eau. Les porte-avions sont à pleine capacité. Le Sud-Vietnam est désormais perdu au profit du communisme. Cela m'a fait verser beaucoup de larmes, parce que tout ce que nous avons fait pour essayer d'aider ce pays, et nous sommes simplement partis. Tout comme dans beaucoup de batailles que nous avons menées, où nous avons perdu beaucoup de vies et tout ça, et où nous n'avons rien gardé, nous sommes partis et ils ont simplement été repris à nouveau. Nous avons encore combattu. Vous entendrez sûrement des histoires, comme la colline Hamburger, Khe Sanh, comment nous sommes partis en la laissant. 2 juillet 1976. Plus d'un an après la chute de Saigon, le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam s'unit avec le Nord-Vietnam. Le pays ainsi formé devient la République socialiste du Vietnam. Saigon est rebaptisé Ho Chi Minh Ville en l'honneur de leurs défunts dirigeants. Quant aux anciens Sud-Vietnamiens, ils sont confrontés à une nouvelle oppression de la part de leur nouveau gouvernement. 1 million de personnes sont envoyées dans des camps de rééducation, parfois pour plusieurs années. D'autres sont forcés de déménager dans de nouvelles zones économiques où ils doivent défricher la jungle et en vivre. Et ceux-là sont les plus chanceux, ils n'ont pas été exécutés par le gouvernement. Beaucoup prennent la mer à bord de leurs bateaux, fuyant la prise de contrôle par les Nord-Vietnamiens. Ces boat people deviendront un phénomène récurrent lié au Vietnam pour les années à venir. De retour en Amérique, les soldats et les militaires n'ont pas eu droit à une parade avec des confettis. Beaucoup d'entre eux ont rangé leurs uniformes et ont fait de leur mieux pour trouver du travail et se réadapter à la vie aux États-Unis. Le Congrès adopte la loi d'aide à la réinsertion des anciens combattants de l'ère du Vietnam de 1974, conçue pour garantir l'égalité des chances pour les vétérans sur le lieu de travail. L'un des pires problèmes de réadaptation est le trouble de stress post-traumatique, également connu sous le nom de choc des obus, qui a touché de nombreux anciens combattants. Les premiers centres pour anciens combattants sont créés en 1979 et plusieurs organisations d'anciens combattants voient le jour au fil du temps. Pourtant, pour beaucoup de personnes à l'extérieur, le Vietnam est considéré comme une source d'embarras. Cela est sur le point de changer. À notre retour du Vietnam, beaucoup ne voulaient pas évoquer la guerre. Nous sentions que l'Amérique nous avait abandonnés. Le soutien de ta famille t'a sûrement aidé à tenir. Si tu étais célibataire, c'était ta mère, ton père ou ton frère qui t'encourageait à continuer sans t'inquiéter. Je dirais que ma femme a été très compréhensive à ce sujet parce qu'elle avait perdu son cousin avec qui elle était proche et elle savait aussi ce que j'avais traversé. C'était un processus de guérison. Le mur est une excellente idée. Je pense que lorsqu'ils ont installé le mémorial des infirmières là-bas, c'était aussi une excellente idée pour tout ce que les femmes avaient sacrifié pendant la guerre du Vietnam. Un vétéran blessé du Vietnam, Jan Scroggs, fonde le Fonds commémoratif des anciens combattants du Vietnam. Le 27 avril 1979, presque 4 ans jour pour jour après la chute de Saigon. Il recueille rapidement 8,4 millions de dollars en dons privés pour la construction d'un mémorial. Eh bien, Jan Scroggs était le fondateur du mur à Washington, D.C. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont trouvé que c'était une excellente idée. Je sais que j'ai travaillé avec l'American Legion pour obtenir des fonds afin d'aider à le construire et des choses comme ça, en sollicitant de l'argent, en allant demander des dons.
Le Congrès offre bientôt 3 acres près du Lincoln Memorial pour ce nouveau mémorial, le 1er juillet 1980. Un concours de design est organisé et $50 000, soit $50 000, sont attribués à la fin de l'année au projet de l'artiste Maya Lin. Il est à la fois révolutionnaire et controversé. 2 murs longs de 246 pieds se rejoignent en angle, partant de 8 pouces à leurs extrémités jusqu'à un sommet de 10,1 pied. Enfoui dans le sol, le mémorial n'est pas facilement visible. À mesure que les visiteurs s'approchent du mur, la brillance noire de la pierre contraste fortement avec les noms gravés en blanc des disparus. J'ai un avis un peu opposé, Louis. Je n'aime pas voir des noms sur ce genre de choses parce que c'est le temps qui passe et on le voit bien. Virginie est l'un des premiers endroits où le nom de chacun figure. Et parce qu'on oublie des gens, on fait des erreurs. On met des noms de personnes qui n'ont pas été tuées dans cette action, quels que soient les critères, et au final, on passe tout son temps là-dessus. Ils ajoutent toujours des noms sur le mur du mémorial du Vietnam. Eh bien, comme tout le reste, tout a un mémorial. Je pensais que c'était l'une des meilleures choses qu'ils aient jamais faites. Ça ne me dérangeait pas que ce soit un grand morceau de granit noir. Les noms qui sont là-dessus, si tu y es déjà allé et que tu as touché ce mur et que tu as vu les noms de certains de tes amis dessus, ça prenait vie. Tu voyais ton propre reflet dedans. Tu as vu ce qui s'est passé, comment tu restes de l'autre côté du mur alors que ces gars n'y sont pas. À l'intérieur du mémorial se trouve la statue réaliste du sculpteur Frédéric Hart, les 3 soldats représentant un trio de soldats du Vietnam. Le 13 novembre 1982, le mémorial des anciens combattants du Vietnam est officiellement inauguré. Nous sommes réunis aujourd'hui, tout comme nous l'avons fait auparavant, pour nous souvenir de ceux qui ont servi, de ceux qui ont combattu, de ceux qui sont encore portés disparus et de ceux qui ont donné leur dernier plein sacrifice pour notre pays. Nous sommes réunis devant un monument sur lequel sont gravés les noms de nos amis et proches tombés au combat et, avec des croix au lieu de losanges, à côté d'eux, les noms de ceux dont nous ne connaissons pas encore le destin. L'un de ceux qui sont tombés a écrit peu de temps avant sa mort ces mots. « Prenez ce qu'ils ont laissé et ce qu'ils vous ont appris en mourant et gardez-le avec ce qui est le vôtre. Et prenez un instant pour embrasser ces héros pleins de douceur que vous avez laissés derrière vous. » J'ai retrouvé tous les noms des personnes que j'ai connues là-bas et que j'ai perdues, et la liste est longue. La mémoire des femmes tombées pendant la guerre du Vietnam sont restées oubliées jusqu'en 1993 avec l'inauguration du mémorial des femmes du Vietnam. J'ai refusé d'aller à l'inauguration. Je suis monté là-bas pour le 1er anniversaire et j'ai été choqué et bouleversé par cela et j'ai vraiment été impressionné par ce monument. Et maintenant, je l'adore. Et elle a fait un très bon travail et moi vraiment, vous savez, je suis content qu'elle l'ait fait. Je pense que c'est une bonne idée. Je veux dire, je suis allée à ce mémorial plusieurs fois et ça me fait aller mieux, ça me fait du bien. C'est un processus de guérison. Je traverse la classe et c'est le début du cours, ils font le serment d'allégeance et tu verras tout le monde se lever, sauf peut-être 2 gars qui restent assis et ne se lèvent pas. Tu voudrais aller voir ce gars, le secouer et lui dire « Tu sais ce que j'ai sacrifié pour que tu sois ici? Tu pourrais te lever, mais tu ne le fais pas. » Alors tu commences à te demander, tu sais, quelles sont nos lois? Est-ce qu'on va dans un sens et pas dans l'autre? Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais enfant, tu sais, tu te levais toujours pour le drapeau. Tu honorais le drapeau, tu honorais les anciens combattants et tout le reste. Aujourd'hui, de nombreux élèves estiment avoir des droits leur permettant de refuser cela. Mais au final, ces droits que tu as, qui te les a donnés? Ce sont les anciens combattants qui ont fait des sacrifices pour que tu puisses avoir ce droit de ne pas te lever. Comment le Vietnam est-il, se souvient-on du Vietnam 40 ans plus tard? Tout d'abord, dans les livres d'histoire, il n'y a pas grand-chose à ce sujet. Peu de gens l'enseignent.
Il y en a maintenant dans les universités et peut-être que les lycées en ont un peu. On parle un peu plus de son héritage. C'est comme pour la guerre de Corée. Personne n'en parlait vraiment. Ça fait partie de notre histoire. Nous devons en tirer des leçons. Si tu regardes le livre d'histoire du lycée est très... Il suffit de le feuilleter rapidement et il doit y avoir une demi-page sur le Vietnam dedans. Et c'est quelque chose que l'élève peut lire, tu sais, il peut aller jusque-là. L'autre moitié concerne les manifestants. Il parle des jeunes manifestants qui protestaient contre cette guerre illégale en utilisant la même terminologie que les communistes. Et donc, je me demande un peu, peut-être qu'ils ont gagné après tout. Dans la plupart des livres d'histoire, le Vietnam n'est qu'un seul paragraphe, tout au plus, et nos élèves n'en savent rien du tout. Et en fait, beaucoup d'adultes ont la mémoire très courte. Et, vous savez, l'histoire américaine est importante et elle nous affecte encore aujourd'hui. Tout, vous savez, la guerre d'indépendance, la guerre d'agression du Nord et le Vietnam, vous savez, tout cela est important. Cela apparaît dans des films comme Voyage au bout de l'enfer de 1978, réalisé par Michael Cimino et avec Robert De Niro dans le rôle principal. Et dans le film cérébral de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, avec Marlon Brando, Robert Duvall et Martin Sheen. Il traite de la guerre elle-même. Alors que des films comme Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976 avec De Niro et le film Rambo First Blood avec Sylvester Stallone se concentrent sur des vétérans qui essaient tant bien que mal de se réadapter à la vie civile. Le tube rock de Bruce Springsteen de 1984, Born in the USA, devient l'hymne de l'expérience des vétérans de retour au pays. Platoon d'Oliver Stone et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick font partie de ces films qui ravivent la guerre du Vietnam au cinéma et à la télévision dans les années 1980. Des séries comme China Beach et Tour of Duty montrent la vie sur le front et à l'arrière. Mais ça ressemble exactement au Hanoi Hilton et les cellules ont la même forme, on dirait que c'est le même architecte. Je veux dire, c'est extrêmement réaliste. Lors du tournage, tout était très précis. Ils avaient une centaine de conseillers techniques, d'anciens prisonniers de guerre vivant en Californie. Ils ont organisé un défilé à New York. Je me suis assis et je l'ai regardé à la télévision. Et c'était mon défilé de retour au pays. Un que je n'ai jamais eu. Et c'était juste quelque chose qui m'a fait me sentir tellement mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à m'impliquer auprès des anciens combattants. Et je me suis impliqué avec les anciens combattants du Vietnam d'Amérique parce que c'était eux qui faisaient des choses pour nous. Le 7 mai 1985, les anciens combattants du Vietnam reçoivent enfin leur défilé de bienvenue sous une pluie de confettis. Une décennie plus tard, à New York. Mené par le général Westmoreland lui-même, accompagné du maire Ed Koch, les 25 000 anciens combattants traversent le pont de Brooklyn et descendent Broadway. Ils allaient organiser une parade avec des confettis à New York et c'était probablement environ 15 ans après la fin de la guerre et je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Et l'une des choses que mon père a dites, lui qui était un ancien combattant de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, il a dit « Si ce n'est rien d'autre, un jour tu pourras dire à ton petit enfant que tu as participé à une parade de confettis à New York. » Peu de gens peuvent vraiment dire ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'y suis allé. Je ne connaissais personne là-bas de mon unité car nous nous étions tous dispersés, etc. Mais comme je l'ai dit, j'allais à l'université le soir et il y avait beaucoup de Marines là-bas au Vietnam qui allaient aussi à l'université le soir. Et tu peux te lier d'amitié avec ces gars-là parce que vous êtes tous les deux des anciens combattants. Ces gars m'ont demandé de les suivre, alors j'ai marché avec les Marines. Au moins, tu connaissais quelqu'un? Mais c'était une expérience gratifiante de défiler dans une parade avec des confettis. Et Westmoreland a mené la parade depuis le depuis le pont de Brooklyn. Et ça a duré toute la journée. Je crois qu'il a commencé vers 8 h du matin. Et le dernier soldat à traverser le pont de Brooklyn est passé vers 14h30 l'après-midi. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais quand il nettoie après une parade de confettis, il mesure ça en tonnes. À ce jour, les anciens combattants du Vietnam détiennent le record du plus de confettis lors d'une parade. C'était un tournant où le peuple américain a pris conscience des sacrifices faits pour notre pays.
Pour la première fois, la guerre du Vietnam est acceptée comme faisant partie du patrimoine américain. Aujourd'hui encore, nous portons nos casquettes d'anciens combattants du Vietnam. Des jeunes viennent parfois nous remercier pour notre service. Et vous savez, cela fait plus de 40 ans, mais je pense que ce pays se rend compte maintenant qu'il a commis une erreur et que ce n'était pas nous, c'était notre gouvernement. Le 3 février 1994. Le président Bill Clinton, dans une tentative non seulement de renforcer le commerce, mais surtout d'encourager la recherche des soldats américains portés disparus, lève l'embargo commercial de 19 ans avec le Vietnam. Il visite le pays 6 ans plus tard. J'ai encore un peu de mal avec ça. Si cela signifie en savoir plus sur nos prisonniers de guerre et nos disparus, je suppose que c'est un de ces mal nécessaires. Je ne suis pas retourné au Vietnam. Je ne retournerai pas au Vietnam. Eh bien, une des choses que j'ai trouvées assez intéressantes, c'est que le président Clinton a probablement fait de son mieux pour éviter d'entrer dans l'armée et d'aller au Vietnam. Et puis, il devient le premier président à aller au Vietnam, ce qui m'a laissé un goût amer parce qu'après tout ce que nous avons sacrifié, tout d'un coup, le gouvernement américain dit « Tout va bien, vous savez, et réunissons-nous pour aider votre économie et la nôtre. » Et vous savez, ça laisse un mauvais sentiment. C'est une décision qui divise. Clinton est connu pour avoir refusé la conscription dans les années 70. Cette décision est mal vue par de nombreux groupes d'anciens combattants. 12 ans après la levée de l'embargo, le sort de 325 militaires est enfin élucidé. La guerre du Vietnam occupe une place unique dans l'histoire américaine. C'est une guerre qui a divisé, qui a consumé toute une génération et qui a changé à jamais notre rôle dans les conflits armés. Mais sur le plan humain, c'est une guerre qui continue d'exiger du courage de la part de ces anciens combattants, de ces pilotes, de ces soldats, artilleurs, prisonniers de guerre, infirmières et bien d'autres encore. Des décennies après le dernier coup de feu tiré. Je pense que si nous devons aller à la guerre, premièrement, si nous devons aller à la guerre, alors nous devrions le faire correctement. D'accord, avoir un plan, le suivre et s'en aller. Je comprends que lorsque les Viet Cong sont allés au pourparlers de paix, ils étaient prêts à accepter un Vietnam divisé. Ils étaient prêts à avoir un Vietnam du Nord et un Vietnam du Sud. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, nous étions tellement fatigués du Vietnam que nous leur avons simplement tout donné. Vous savez, et j'aurais aimé que nous fassions quelque chose comme en Corée, avoir une Corée du Nord et une Corée du Sud. D'un autre côté, cela aurait probablement signifié que nous aurions eu des troupes là-bas pendant 50 ans, mais nous avons des troupes en Corée. Donc vous savez, c'est mitigé, des sentiments partagés. La seule chose dont je suis fier dans ce que j'ai fait, c'est d'avoir servi avec ces personnes et je suis fier de la marine des États-Unis. Je pense que nous avons fait un travail fantastique dans des situations difficiles. Nous avons fait beaucoup de choses dans un environnement que les gens ne voient normalement pas. J'étais très heureux d'avoir rejoint l'armée et je n'aurais rien changé, sauf peut-être prendre plus de photos et noter plus de noms et d'adresses pour pouvoir rester en contact après mon retour. C'était le meilleur groupe d'hommes que j'ai jamais connu. Nous avons passé de bons moments. C'était une vie formidable. C'était vraiment une sacrée aventure. La fin. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci de laisser un j'aime, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.